Et, mais là, on a la chance d'avoir Olivier Picone, et qui va nous parler d'un sujet. Je suis désolé, j'ai un chien qui est là. Il va nous parler d'un sujet extrêmement important qui est la vaccination de la femme enceinte. On a vu combien, au cours de la crise de la Covid d'ailleurs, il y avait eu de problématiques particulières qui avaient été liées à tout ça, et en particulier des messages anti-vax. Et donc, Olivier, on vous écoute avec religiosité. Simplement, pour je dire ce suis qu'il faut obligée faire de et comment le quitter à faire. 19h30, donc ce n'est pas par inintérêt, au contraire, je suis contrainte de vous quitter à 19h30. Voilà, oui, non, mais en fait, on voit bien, voilà, en fait, dès qu'il y a un jeune de donc Louis Mourier, toi, tu te barres parce que voilà, c'est. Je suis un peu avec la jalousie. Ça. Allez, allons-y. Bon. Olivier, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc Olivier Picotte, je suis professeur de gynécologie obstétrique à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Et je tiens à préciser que je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires qui fabriquent les vaccins. Il n'y a pas l'ombre d'un conflit possible avec ces industries. Et donc la problématique de la vaccination est vraiment importante pendant la grossesse, puisqu'on a deux patients, nous obstétriciens, c'est la femme, et puis c'est le fœtus, et puis je dirais même le nouveau-né, puisque les bénéfices de la vaccination pendant la grossesse s'étendent à la protection de la mère, du fœtus, mais aussi à la protection du nouveau-né. Et ça, c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc, actuellement, il y a 3 vaccins qui sont recommandés pendant la grossesse. C'est la grippe, bien évidemment, depuis 2010, maintenant, depuis l'épidémie H1N1, la vaccination antigrippale est recommandée pendant la grossesse. Et ça, c'est vraiment important. Tous les ans, il y a des campagnes de vaccination qui incluent les femmes enceintes. Il y a la Covid depuis 2 ans, hein, donc la vaccination anti-Covid suite à l'épidémie qui nous a frappé, qui nous frappe encore. Et puis, plus récemment en France, mais ailleurs dans le monde depuis longtemps, la vaccination contre la coqueluche. Ça, c'est les vaccinations pendant la grossesse. Il ne faut pas oublier les vaccinations qui sont extrêmement importantes. Une qui est très souvent oubliée chez l'adulte jeune, c'est la vaccination contre la varicelle, puisque la varicelle peut donner des formes graves chez la femme enceinte, chez le fœtus et chez le nouveau-né. Et on a dans le calendrier vaccinal la recommandation de vacciner les femmes enceintes contre la varicelle, pas la femme enceinte, pardon, de vacciner l'adulte jeune qui n'a pas d'antécédent de varicelle, ou même en postpartum, puisque finalement la patiente a bien accouché, elle n'a jamais eu la varicelle, son enfant il va aller à l'école, il va attraper la varicelle quand il aura 2-3 ans, au moment où elle sera enceinte du deuxième. Avoir une femme enceinte qui a déjà un enfant qui a une varicelle, c'est quand même quelque chose d'assez ennuyeux puisqu'on aurait pu parfaitement l'éviter. Donc voilà un spectre assez rapide de l'intérêt des vaccinations. Après, la discussion est ouverte et on peut commencer par la grippe, par exemple, puisque ça va bientôt commencer, si vous le souhaitez. Oui, vas-y. Voilà. Moi, j'aime bien la grippe, donc. Ah, bon. Alors, ce qui est intéressant avec la grippe, parce que ça me sert un petit peu de modèle pour la Covid, parce que quand il y a eu l'épidémie H1N1 de 2009, quand on a commencé à vacciner les femmes enceintes, les recommandations ont été tout de suite vacciner les femmes enceintes, mais pas au premier trimestre. Et en fait, pourquoi déjà en 2000, lors de cette épidémie en H1N1 2009, ils ont dit pas au premier trimestre? Tout simplement parce qu'ils avaient peur, déjà à l'époque, de l'effet réseau social. C'est-à-dire, on sait que la vaccination ne pose pas de problème, quel que soit le terme de la grossesse, contre la grippe, mais les fausses couches, c'est 20% des grossesses. Donc, si on vaccine au premier trimestre une dame contre la grippe, si elle fait par hasard une fausse couche le lendemain, on va dire que c'est la grippe, alors que c'est un lien temporel, mais pas un lien causal entre les deux. Et ça a été le cas au Canada. Il y a eu tout de suite sur Facebook, j'ai eu ma grippe, j'ai eu la vaccination, j'ai eu la fausse couche. Donc, ils ont dit, OK, on ne vaccine pas au premier trimestre pour éviter ça. Et en fait, le fait de limiter la vaccination antigrippale au T2, T3, en disant le faites pas au premier, ben, du coup, ça a été interprété par les autres comme c'est contre-indiqué au premier trimestre, c'est dangereux au premier trimestre. Et pour le Covid, ça a été exactement la même chose. Et quand ils ont dit on vaccine contre la Covid pendant la grossesse, sauf au premier trimestre, les gens ont compris c'est une contre-indication, c'est dangereux au premier trimestre. C'est pour ça qu'après, les recommandations du gouvernement ont légèrement changé,
puisqu'au début, ils ont dit on vaccine T2, T3, puis après, ils ont dit toute la grossesse. Et le fait qu'il y ait eu ce changement de discours, ben, ça a été une petite faille dans laquelle se sont jetés les antivax pour dire qu'on racontait n'importe quoi. Chaque année, il y a des femmes enceintes qui ont la grippe qui finissent en réanimation. Ça a été vraiment frappant avec la grippe H1N1 2009, puisque rapidement, il y a une publication américaine où il y avait 40 patientes qui étaient en réanimation intubée ventilée. Il y a eu des patients qui étaient sous ECMO, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Et là, ça a été vraiment une prise de conscience générale que la grippe pouvait être grave chez une femme enceinte. Alors, il n'y a pas de transmission materno-fœtale de la grippe, il n'y a pas de fœtopathie liée à la grippe, mais on sait que ce virus respiratoire, avec les modifications physiologiques de la grossesse, et ça, c'est un point commun avec toutes les infections, les modifications hémodynamiques, le travail cardiaque, le débit ventilatoire, l'augmentation du volume de l'abdomen qui empêche de ventiler correctement, eh bien, il y a plus de risques de faire une forme grave, et ça, c'est valable pour tous les virus respiratoires. Et dans les virus respiratoires, on pourra aussi en parler. Il y a la rougeole qui peut aussi donner des formes graves chez la femme enceinte. Et on a une sous-vaccination de la rougeole chez les adultes. Donc ça, c'est un point commun à tout. Et ce modèle de la grippe, eh bien, on l'a transposé finalement sur la Covid. Et très rapidement, on était beaucoup à se dire, bah, c'est un virus respiratoire. Les virus respiratoires, rougeole, grippe, sont dangereux chez la femme enceinte. Il n'y a pas de raison que la Covid ne soit pas dangereuse chez la femme enceinte. Et malheureusement, ça s'est révélé être le cas. Voilà, donc le vaccin contre la grippe, il y a plus de 10 ans de recul, on le fait largement, il n'y a rien qui a été décrit comme complication liée à la vaccination antigrippale. Au contraire, il est clairement multiplié que la grippe dans des formes graves pendant la grossesse, surtout s'il y a des comorbidités. La campagne de vaccination, elle va démarrer comme d'habitude à l'automne. Il faudra se remobiliser pour cette vaccination à nouveau pendant la grossesse, qui est prise en charge par la sécurité sociale, qu'un pharmacien peut faire, qu'une sage-femme peut faire, et c'est très facile de vacciner contre la grippe. Il suffit d'être un petit peu motivé, mais c'est vrai que lorsqu'on a 20 patientes en consulte, 20 fois répéter vaccinez-vous, 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 parfois c'est un petit peu compliqué, mais il faut que le message passe, il faut qu'il y ait des campagnes qui existent maintenant dans les médias pour sensibiliser à ça. Et il faut que nous donnions l'exemple. Il faut que nous, personnel de santé, nous donnions l'exemple. Alors, la vaccination contre la grippe n'est pas obligatoire chez le personnel de santé. Elle est recommandée. Je crois. Et malheureusement, on a un taux de vaccination dans le personnel soignant qui n'est pas énorme et qui varie beaucoup en fonction des strates professionnelles, d'ailleurs. Les médecins sont les plus vaccinés, mais les sages-femmes sont largement moins vaccinées. Et après, les aides-soignants, les infirmières sont encore moins vaccinés. Et franchement, les personnels soignants, quelle que soit la vaccination, ne soient pas vaccinés et puissent contaminer leurs malades, donc induire des infections nosocomiales virales, c'est quelque chose qui n'est pas entendable, ce n'est pas possible qu'on travaille avec des gens fragiles. C'est une question de responsabilité personnelle et professionnelle de couper les chaînes de contamination en se vaccinant. Alors oui, on sait très bien que les vaccins n'empêchent pas toutes les formes de la maladie, c'est une évidence. Les gens découvrent avec la Covid qu'on peut être malade en étant vacciné. Mais bien sûr qu'on peut être malade en étant vacciné. Il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%, ça on le sait bien. L'essentiel, c'est que ça diminue le risque d'être infecté, ça diminue la propagation, ça diminue surtout le risque de forme grave. Donc se vacciner, c'est vraiment se protéger soi, c'est protéger les autres, c'est protéger le fœtus. Donc c'est vraiment un discours qui doit être clair. Et j'ai encore regardé tout à l'heure, parce que nous sommes médecins, nous sommes soignants. Quand on va dire quelque chose devant nos collègues ou devant les médias, on vérifie qu'on ne raconte pas trop de conneries. Donc on refait un petit coup de PubMed pour être sûr quand même. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. À nouveau, je n'ai rien trouvé comme signal d'alarme sur la vaccination contre la grippe ou les autres pendant la grossesse. Olivier, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, c'est un scrupule qui vous honore parce que ça n'a pas été le cas de nombreux confrères qui sont épandus sur les médias comme la mousson sur Bangladesh
et le Pakistan, et on arrive maintenant à avoir des espèces de sommités médiatiques qui racontent n'importe quoi, qui ont été rassuristes, qui ont été à la limite du complotisme certaines fois, et le fait d'avoir toujours cette pensée scientifique est quelque chose qui est important et qu'on n'arrête pas de rappeler chez Vaccination et Liens sociaux. Le seul problème que je vois, c'est que les taux de couverture sont extrêmement faibles. Et Santé publique France ne les publie pas, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a probablement moins de 10% des femmes enceintes qui sont vaccinées contre la grippe. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a moins de 10%, oui, c'est ça, aux alentours de 10%. Et c'est très variable en fonction des centres et en fonction des populations. On sait que... qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? D'abord, il faut y arriver à identifier les freins. Les freins, c'est d'abord le fait qu'il y a la disponibilité du vaccin. Et nos amis de Port-Royal, avec le docteur Olivier Anselme et le professeur François Goffinet, ont investi dans leur service. Ils ont fait une étude où ils ont acheté du vaccin eux-mêmes. Leur service a acheté des vaccins contre la grippe. Du coup, quand les patientes venaient en consultation, madame voulait être vaccinée, oui, boum, ça y est, c'était fait. On ne leur donnait pas l'ordonnance, c'était fait, c'était réglé. Parce que si on leur donne l'ordonnance, il faut après qu'elles aillent chez le pharmacien. Il faut que le pharmacien le fasse, il faut qu'il soit disponible. Il ne faut pas qu'il y ait la copine, la mère, la sœur qui disent « Ah ben non, ne te vaccine pas, c'est dangereux ». Donc, le fait d'avoir le vaccin à disposition dans les services augmente fortement le taux de vaccination. Ça, c'est vraiment la disponibilité, c'est fondamental. Malheureusement, un service, il a un budget. S'il achète ça, il ne peut pas acheter autre chose. Et le système absurde veut qu'on n'ait pas remboursé du vaccin qu'on a acheté, alors que le remboursé est remboursé par la sécurité sociale. Ça, on n'a toujours pas compris comment résoudre ce problème, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. J'ai eu la chance de discuter avec un député il n'y a pas longtemps, je t'en avais parlé, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire avancer les choses. Mais en tout cas, il faut qu'on le dise. Ça, c'est vraiment très important. Et l'autre chose, c'est qu'on s'aperçoit que les patients les moins vaccinés, ce sont les patients qui sont issus des milieux les plus défavorisés. Et en plus, on sait que les milieux défavorisés, ce sont souvent ceux qui ont le plus de comorbidités, comme par exemple l'obésité, et qui ont le moins bon suivi médical, et donc forcément qui ont plus de risques de formes graves. Après, on sait malheureusement que la vaccination dépend beaucoup de la motivation du personnel pour vacciner. Et donc on sait que le personnel vacciné aura plus de propension à vacciner ses patientes qu'un personne qui n'est lui-même pas vacciné. Donc si on a un taux de vaccination qui est faible chez des sages-femmes ou chez des médecins, ils ne vont pas prôner la vaccination chez leurs patients. Voilà. Donc, il faut arriver à convaincre les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens qu'il faut vacciner les femmes enceintes et que ce n'est pas dangereux. Ils se vaccineront eux-mêmes et après, ça fera tache d'huile. Mais on a des taux qu'on vous dit 10%, c'est la réalité et c'est pitoyable. Je peux dire un petit mot? Oui, Gérard. Oui, Jean-François, oui. Dans le cadre de mes activités de médecin généraliste en cabinet de groupe rural, nous avions décidé, il y a au moins 15 ans, d'acheter un stock de vaccins, mais pas que la grippe, l'été polio et compagnie. Et en fait, on faisait l'ordonnance le jour même aux patients qu'on vaccinait, à charge de lui de nous le ramener. Alors, le retour n'était pas à 100%, mais quasiment, parce que dans un petit patelin, on les connaît, on pouvait les rattraper, et ça marchait très bien. Ça marchait très bien pendant un certain temps. Donc, j'ai donné le tuyau à des copains qui l'ont fait, et je trouve que c'était une manière d'être en amont, comme vous le disiez très bien, de vacciner au moment donné. On disait, voilà, il faut vous vacciner, vous êtes d'accord? Oui, je vous le fais. Et à charge de vous de me ramener le vaccin. La pharmacie était à 30 mètres. On l'avait 10 minutes après. Ce n'était pas un problème. Donc, Jean-François, le problème avec cette méthode, c'est que ça marche sur le terrain, surtout dans un petit bourg. Par contre, l'hôpital, c'est un monstre. C'est-à-dire que pour revenir avec une ordonnance et une feuille de machin pour rembourser le Toubib ou le service, les mecs, ils ne le feront pas. Non, puis la pharmacie de l'hôpital, je ne pense pas que la pharmacie hospitalière, pour une question de traçabilité ou je ne sais quoi, accepterait un circuit pareil. Mais c'est vrai que c'est une idée. Ça marchait très bien. Vous faites l'avance, elle ramène le vaccin, c'est pas mal, mais ça marchait très bien. Ça marche pas bien. Ça peut peut-être faire l'objet d'un amendement qu'on dépose dans le cadre du PLFSS
Parce que il peut y avoir à ce moment-là la possibilité, il faudrait compenser le coût, puisqu'on n'a pas le droit de faire de dépenses nouvelles. Olivier, c'est astucieux, c'est bien, mais c'est peu réglementaire. Je veux même dire, c'est carrément pas réglementaire. Et puis au point de vue, c'est limite, oui. Et au point de vue traçabilité, le lot qui va être enregistré chez le pharmacien va pas être le même que celui que le patient va avoir reçu. Donc je doute que ça passe possible d'être comment dire, autorisé comme manière comme procédure, si tu veux. Ça peut Vous se faire changez la réglementation. voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Après, on a quand même un besoin de traçabilité des lots. Le rappel, si c'est pas les mêmes lots qui correspondent au vaccin, le patient va le savoir, mais ça va pas. Enfin, c'est un problème quand même. C'est un problème. Il serait plus simple que les médecins puissent faire un petit peu comme ça s'appelait dans le temps de pro-pharmacie, c'est-à-dire d'avoir un stock de ce type de médicaments de manière officielle. Oui, tracé et enregistré. De manière officielle, voilà, ça s'appelle. Ça c'est le système anglais. Dans l'ancien temps, Et ça en s'appelait la France, les pro-pharmacie. médecins n'ont pas de frigidaire. Et Aussi, c'est non ils ont des seulement le frigos. frigidaire, mais s'assurer de la continuité de la chaîne de froid. Les médecins ont des frigos. On a deux discussions en même temps. Ne serait-ce que pour avoir le glaçon pour leur whisky ou leur pastis. Ils ont du frigo, voyons. Oui, alors après, surtout depuis le Covid. Surtout depuis le Covid. Si on rentre dans un débat sur le médecin pro-pharmacien, je vois d'ici les combats corporatistes auxquels on va se trouver confronté. Il y a Anne qui voulait poser une question après Jean-François. Anne? Excusez-moi. Oui, je reste sur le même sujet très rapidement. Sans être pro-pharmacien, quand les pharmaciens ont eu l'autorisation de vacciner contre la grippe, beaucoup de syndicats de médecins et de représentants de médecins avaient demandé que les pharmaciens puissent avoir des vaccins dans leur frigo. On leur avait dit, vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas de sonde, de machin, de suivi, de trucs. Il n'empêche que personne ne s'est posé la question quand il s'agit du Covid. Et donc, ils ont pris leur stock de vaccins et ils ont fait qui étaient des vaccins sacrément plus fragiles qui sont des vaccins sacrément plus fragiles que les vaccins grippe, par exemple. Et donc, ce sujet, il reste quand même si tu as raison, Olivier, que c'est peut-être compliqué, ça reste quand même. On a ouvert largement la porte à la vaccination à l'officine on aurait pu mettre beaucoup de holà comme ça, de ce type-là. Et on ne l'a pas fait. Donc, je pense qu'il faut quand même remettre ce sujet sur le tapis. Parce que moi, pour être en centre de consultation de prévention, nous, on a les vaccins, c'est quand même. On a un frigo, ok, très bien, il a une alarme, bon, on peut peut-être imposer des petites choses, et il y a quand même beaucoup de CPTS, de cabinets de groupe qui s'ouvrent, qui sont des maisons quand même assez organisées. C'est pas très compliqué d'avoir un frigo dans lequel on peut avoir des vaccins. C'est sûr. André, vous vouliez poser une question? Faire une remarque? Non, c'était pas une question. Bonsoir d'abord. C'était pas une question, mais c'était une remarque. Pendant très longtemps, on a considérer que on ne pouvait pas avoir le pharmacien qui prescrivait, qui s'auto-prescrivait un médicament, et puis on s'est rendu compte que pour le Covid, il fallait vacciner en masse, et que dans ce cas-là, eh bien, en fait, aujourd'hui, quand on va à la pharmacie et qu'on demande un vaccin, qu'on demande un test, qu'on demande ce genre de choses, on a vu que la sécurité sociale, parce que ça c'est extraordinaire, parce que les barrages que l'on peut mettre dans certains cas, et celui-là daté de 1946, il a été emporté par le Covid. Je crois qu'il faut aujourd'hui capitaliser là-dessus. Et quand vous parliez tout à l'heure d'amendements dans le cadre du PLFSS, je pense que c'est dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans la responsabilité, dans le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus avec uniquement des feuilles de maladie papier, mais qu'aujourd'hui, on a des enregistrements électroniques qui font que la sécurité sociale est capable de vérifier, elle a même été capable de repérer des pharmaciens qui ont truandé dans les opérations de vaccins, de tests et de choses de ce type. Donc aujourd'hui, on a des méthodes informatiques qui permettraient
effectivement qu'un médecin généraliste puisse disposer de certains vaccins chez lui et qu'il puisse les administrer aux personnes sans passer par des complications, comme on l'a vu, comme elles ont été indiquées tout à l'heure, qui c'est vrai que ça peut très bien marcher dans un bourg, mais que ça ne peut pas marcher lorsqu'on est à l'hôpital ou lorsqu'on est en ville. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut faire progresser la vaccination, il faut que véritablement dans les endroits où on peut vacciner, et surtout quand c'est un médecin qui prescrit et qui puisse le faire immédiatement, en l'enregistrant, c'est bien ce qui s'est passé sur le Covid. Hein. Et sur le Covid, au départ, quand les médecins avaient certains vaccins qu'il fallait conserver à -20 ou à -20 degrés, ils s'arrangeaient, ils se débrouillaient. Enfin, on a pris quand même en compte qu'on avait des personnes responsables dans ce type d'affaires. Donc, je pense que une ouverture de ce type me paraîtrait pouvoir être prise en compte par le Parlement dans un cadre de développement de la vaccination. C'est anormal que la France soit le pays le moins vacciné de l'OCDE quand même. Enfin, comment dire, moi je trouve qu'Olivier est quand même un type absolument formidable, parce que d'habitude, quand on fait un débat, l'expert parle pendant 1 heure et après on se dit est-ce qu'il y aura un petit débat derrière. Là, il a parlé 5 minutes et on a lancé un débat en fait quasi parlementaire. Donc, ce que je propose, c'est qu'il reprenne la main, parce qu'il n'y a pas que la grippe dans la vie. Même si c'est une maladie très importante, notamment pour moi, mais il y a aussi le Covid, la coqueluche, la varicelle, la rougeole. Donc, Olivier, peut-être tu pourrais reprendre la main. Oui, alors un des sujets qui me tient à cœur, parce que j'ai fait partie du groupe de l'HAS pour les recommandations sur la vaccination coqueluche pendant la grossesse, qui aurait dû commencer à se réunir avant la Covid, et finalement ça a été un peu décalé pendant la guerre. Hein. Et la question qui était posée aux experts dont je faisais partie, je n'étais pas le seul, on était plein, voilà, sur faut-il vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche pendant la grossesse. En sachant qu'en France, historiquement, on a une stratégie qui est la stratégie du cocooning, c'est-à-dire on va vacciner tous les gens qui sont autour du nouveau-né pour ne pas que le nouveau-né soit exposé à la coqueluche avant qu'il ait l'âge d'être vacciné vers 2-3 mois. Et en fait, ça implique que le médecin généraliste ou la sage-femme ou le gynéco, il se trouve à vacciner les 10 personnes qui seront autour, ce qui n'est pas possible, parce que finalement, pour les vacciner, il faudrait quand même les voir. Les sages-femmes, elles n'avaient pas le droit de prescrire le vaccin au mari auparavant, maintenant c'est le cas. Donc c'était un petit peu compliqué, on s'aperçoit que ça ne marche pas bien. Et puis, dans beaucoup de pays du monde, la vaccination contre la coqueluche se fait pendant la grossesse. Et en 2015, l'OMS, donc c'était il y a 7 ans, l'OMS avait mis une recommandation en 2015 qui était qu'il fallait que les patientes enceintes soient vaccinées par le DTCAP au 2e et 3e trimestre, donc ça date de 2015. Et en 2021, donc c'était pendant la crise Covid, la FIGO, donc la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, a également recommandé que la vaccination chez les femmes enceintes soit faite contre la coqueluche. Et il y avait même un paradoxe incroyable en France. C'est qu'en France, on était sur la politique du cocooning, en France, sauf à Mayotte. Mayotte, département français d'outre-mer, où comme il y a eu une épidémie de coqueluche il y a quelques années, mais du coup, à Mayotte, on pouvait vacciner pendant la grossesse, mais dans le reste de la France, ce n'était pas recommandé. C'était quand même un peu dingue. Je ne comprends pas comment on peut faire une recommandation comme celle-là qui justement jette le discrédit sur une recommandation. À part du moment où on fait des choses différentes à droite et ailleurs, les gens vont se dire mais si on le fait là et pas là, ça veut dire que finalement les Maillotins, on s'en fout un petit peu, donc on peut faire n'importe quoi. Par contre, nous en métropole, on se protège, on ne va pas le faire. Donc c'était complètement ridicule. Donc la France, avec un peu de retard, a fait ses recommandations. Et donc depuis 2022, il y a ces recommandations de la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse et à chaque grossesse. Donc on oublie le truc tous les 10 ans pour la coqueluche. Alors, pourquoi pendant la grossesse? Pendant la grossesse, parce que quand on vaccine la mère,
qu'est-ce qui se passe? On fabrique les anticorps passent le placenta. Ces anticorps ont une certaine durée de vie, vont persister plusieurs semaines et ils ont un effet protecteur sur le nouveau-né et ça, c'est totalement démontré. Il a été démontré que le fait de faire ces stratégies, il y a certains pays pour lesquels la mortalité du nouveau-né par la coqueluche est devenue 0. 0. Et donc, c'est pour ça que le débat ensuite a été à quel moment vacciner la femme enceinte. Si on vaccine trop tôt, le placenta est un peu plus imperméable aux anticorps, ils passeront moins. Donc, il faut vacciner le 2e, 3e trimestre contre la coqueluche. Pas du tout parce que c'est dangereux au 1er trimestre, pas du tout, c'est parce qu'on veut un transfert efficace des anticorps. Et pas trop près de la date d'accouchement, sinon les anticorps n'ont pas le temps d'être fabriqués et de passer. C'est pour ça qu'il y a au moins 15 jours avant l'accouchement. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de vacciner à 38 semaines alors que la patiente va accoucher. Et pourquoi à chaque grossesse? À chaque grossesse, parce que ça a été aussi clairement démontré, là il y a une littérature, mais il y a des dizaines et des dizaines d'articles qui montrent bien que quand on fait cette vaccination, ça fait un boost. Donc il y a une réponse anticorps importante, et donc il y a une quantité d'anticorps qui passe qui est importante, et plus il y en a, et avec la demi-vie qu'il y a, plus ils resteront longtemps, et plus ils seront protecteurs. Donc il faut vacciner contre la coqueluche à chaque grossesse, 2e, 3e trimestre, pas trop tard. Et ça, c'est clairement, en fait, c'est pas une innovation française, c'est la France qui se met à faire comme la plupart des pays du monde qui le font depuis longtemps, notamment les anglo-saxons. Alors, il y a une question qui m'est souvent posée concernant cette vaccination coqueluche, c'est qu'on parle de vaccination coqueluche, mais on va vacciner avec un vaccin tétravalent, donc le DTCAP. Et pour une raison absolument simple, c'est que de toute façon, ça fait pas mal de vacciner avec les autres. Et puis parce que le vaccin monovalent n'existe pas. Et la littérature existe sur les vaccins tétravalents, les études ont été faites avec ça. Donc il n'y a aucun effet secondaire particulier, plus que chez une femme non enceinte. C'est toujours la même chose, les petites douleurs, la petite fièvre, le petit machin, des trucs comme ça. Mais absolument aucun effet secondaire grave, bien évidemment, et que des bénéfices sur la protection. Il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites en Amérique du Sud, aux États-Unis, qui montrent qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisation des nouveau-nés qui ont la coqueluche et une mortalité qui s'effondre et même qui disparaît dans certains pays. On a une maladie qui est quand même con, cette coqueluche-là, et c'est facile d'éviter qu'un nouveau-né meure, donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Après, ce qui est difficile, c'est qu'il faut à nouveau convaincre qu'on peut vacciner contre la coqueluche pendant la grossesse avec ce vaccin tétravalent. Certains vont dire encore un vaccin pendant la grossesse, on va encore faire des gens qui vont avoir la 5G. Et puis, c'est convaincre le personnel de santé qu'il faut qu'il se vaccine également. Alors, normalement, la vaccination coqueluche, le personnel de santé doit être vacciné à jour de sa vaccination tous les 10 ans également. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est une nouveauté importante pour laquelle, effectivement, les premières fois où je l'ai prescrit, les patients sont revenus avec l'ordonnance en me disant le pharmacien ne veut pas. Donc du coup, sur les ordonnances, j'ai écrit maintenant selon recommandation de la HAS 2022 et ça passe plutôt bien. Et l'expérience qu'on a depuis que cette reco est passée, c'est que finalement, ça passe assez bien, cette vaccination contre la coqueluche. Voilà. Alors, il y a Jean-François qui veut poser une question, puis moi j'en ai une autre, mais pas sur la coqueluche, sur un autre type de vaccin qui est le ROR. Oui, merci beaucoup de ces explications. J'avais 3 petites questions. La première, c'est une femme enceinte qui est grossesse rapprochée, donc il faut refaire le vaccin, même si la grossesse est d'un an, 18 mois. Ouais, voilà. Deuxième question, vous dites le tétravalent, mais on a aussi l'hexavalent. Ça pose un problème ou pas? Le tétravalent, ce qui est recommandé dans la recommandation, c'est le tétravalent. D'accord. Et troisième question, du coup, est-ce qu'on vaccine l'entourage ou pas? Alors, ce n'est plus. Souvent, c'est toujours une mesure de santé publique de vérifier qu'autour, ils ont leur vaccination un jour. De toute façon, je pense que. Moi, je ne suis pas médecin généraliste, mais je pense que vous avez l'habitude de faire ce genre de choses. Nous, gynécologues, obstétriciens ou sages-femmes qui avons des patientes enceintes, fait que c'est plus difficile pour nous puisqu'on ne connaît pas trop l'entourage. Il faut en profiter pour dire je vous vaccine, mais si votre entourage n'est pas à jour, qu'ils se mettent à jour, au moins pour eux. Et en tout cas, la protection du bébé, elle sera par la mère.
ayant eu 3 petits-enfants dans les 12 mois, et nous accumulons les vaccinations avec 5 petits-enfants. On accumule les vaccinations et les rappels coqueluches quand ça a arrêté. Alors moi j'avais une question sur une jeune femme qui veut faire des enfants, qui n'a jamais eu la rubéole et la... est-ce qu'il faut lui faire l'aurore avant? Oui, il faut ou faire pendant? l'aurore. Alors l'aurore, hein, donc dans l'aurore, il y a la rubéole, donc, qui est le premier agent infectieux reconnu comme responsable d'infection congénitale. C'était dans les années 40 en Nouvelle-Zélande par des ophtalmologistes qui ont fait le lien entre l'atteinte ophtalmologique des nouveau-nés et la rubéole de la mère pendant la grossesse. Donc c'est vraiment un modèle pour nous. Et le vaccin qui protège contre la rubéole est un vaccin vivant atténué. Donc il n'a pas été décrit de phétopathie infectieuse avec une vaccination par le vaccin vivant atténué. Les données de pharmacovigilance de patients vaccinés par erreur sont rassurantes, mais il faut quand même être extrêmement vigilant par rapport à ça. Donc il faut vacciner contre la rubéole. Normalement, après deux vaccinations, on est reconnu comme protégé. Il faut bien regarder le carnet de santé. S'il n'y a pas les traces des 2 vaccinations, que la sérologie est négative, il est recommandé de vacciner. Et là c'est l'occasion d'insister sur les consultations préconceptionnelles. Il faut, chez une femme en âge de procréer, sans être intrusif sur son désir de grossesse, d'enfant, etc., sinon on va se faire attaquer de paternalisme. Mais voilà, une femme qui vient pour son suivi, qui est en âge de procréer, qui a sans contraception, il faut dire le jour où vous voudrez être enceinte, venez me voir pour qu'on programme les choses. Il faut vérifier les vaccinations, l'aurore, bien évidemment, pour la rubéole, la rougeole. Donc, il y a une carence de vaccination contre la rougeole et on a vu qu'il y a des épidémies de rougeole qui peuvent être gravissimes. Attention aux migrants qui sont encore moins vaccinés que les autres. On a eu des épidémies de rougeole dans les camps de migrants, je crois, il y a quelques hivers. Et puis la varicelle, voilà, vacciner contre la varicelle avant qu'il y ait une grossesse, parce que la varicelle peut aussi donner des formes pulmonaires graves, des phétopathies, des formes graves. Donc c'est vraiment important, la consultation préconceptionnelle, le carnet de vaccination, vérifier tout ça, c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Sabine, si c'est possible de couper votre caméra, on ne laisse comment dire, voilà, merci beaucoup. On ne laisse que les gens qui veulent poser une question, qui ont levé la main pour la poser. Alors, Jean-François lève la main, bien entendu, d'une manière traditionnelle voilà, et présentielle. Et non conforme à Teams, mais on prend la question tout de suite. Voilà, merci Olivier. Alors, vous avez dit à juste titre, il y a quelques secondes, que quand il y avait eu 2 injections de ROR chez une jeune femme, ça pouvait suffire. Or, il y a des professionnels de santé corrects qui ont dit il n'y a pas longtemps une jeune femme qui préparait une grossesse à 33 ans, que c'était un petit peu loin, qu'il faudrait peut-être envisager un rappel. Donc, j'étais un petit peu dubitatif. Moi, je lui ai dit, je ne crois pas, mais ça tombe très bien, vous pouvez me confirmer cette impression. Donc, c'est assez clair et je travaille beaucoup avec une virologue, qui est le docteur Christelle Wolouf-Felous, qui travaille à Villejuif à l'hôpital Paul Brousse et qui est responsable du CNR rubéole. Donc elle connaît très bien ça, tout ça. Et en fait, c'est une vaccination qui est excellente, la vaccination contre la rubéole. Et il faut faire attention parce que le taux d'anticorps n'est pas corrélé au degré de protection, parce qu'il y a une part d'immunité cellulaire et une part d'immunité humorale. Quand on fait une sérologie, on regarde l'immunité humorale et pas l'immunité cellulaire, et c'est pas parce qu'on a les anticorps qui passent en dessous du seuil qu'on perd l'immunité. Donc ça aussi, ce sont des recommandations OMS, des recommandations du CNR, etc. Quand on a quand on a une sérologie rubéole positive, on est protégé à vie. Quand on est vacciné 2 fois, quel que soit le résultat de la sérologie, on est protégé à vie, et il n'y a pas à se prendre la tête. D'accord? Donc ça, c'est vraiment clair. Alors certains me disent, ouais, d'un point de vue médico-légal, machin bidule. D'un point de vue médico-légal, il suffit de regarder les recommandations nationales et internationales. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est pas dangereux de trop vacciner, c'est juste que ça sert à rien et qu'on a peut-être de l'argent à mettre ailleurs qu'à vacciner. Moi, j'ai vu une patiente une fois qui était une grande multipare, qui a été vaccinée 8 fois contre la rubéole, parce qu'à chaque fois, on disait que la sérologie était négative. C'est juste un problème de technique.
Mais ce n'est pas un problème de résistance au vaccin, c'est un problème de sérologie, c'est un problème de technique, c'est un problème de réactif. Mais la patiente est parfaitement protégée, et donc elle a eu 6 vaccins pour rien. Alors, vous savez que le principe des ateliers de VLS, c'est que tout le monde peut poser toutes les questions qui ont trait au thème. Donc, n'hésitez surtout pas à activer votre petite main jaune qui est dans la barre d'outils. Si vous voulez poser des questions, vous êtes bienvenus pour le faire. Jean-Marie. Alors, moi, comment dire, en fait, quand je t'entends, et puis quand j'entends les experts vaccins, j'ai en fait 2 impressions extrêmement pessimistes, qui me rendent pessimiste. Le premier, on nous dit sans arrêt, la France a le meilleur système de santé, on est les meilleurs. Tout ce que tu as raconté, c'est l'inverse, on n'est pas bon. Faible taux de vaccination chez les professionnels de santé, surtout ceux qui travaillent autour de toi. En fait, décisions parfois un peu incohérentes entre Mayotte et le reste du pays. Pas très bon sur les camps de migrants ou sur les populations à risque. En fait, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça marche mieux? Je crois que sur le métier, 100 fois nous remettrons notre ouvrage. Il faut arriver à améliorer l'information, mais là notre information elle est de plus en plus difficile à donner, puisque maintenant on a les médecins Wikipédia. Donc voilà, c'est-à-dire que d'un côté, le médecin, quand il donne son avis, on lui dit il est trop paternaliste, et les gens ils croient qu'ils ont fait 15 ans d'études en regardant 3 posts sur Facebook. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faut qu'on arrive, et on n'est pas formé finalement, on n'a pas l'habitude de gérer ce genre de patients. On est passé de patients qui disaient oui docteur et qui écoutaient gentiment ce que leur disait de faire parce qu'ils avaient confiance en nous, à des gens qui ont discuté nos prescriptions parce qu'ils ont vu sur Internet que c'était pas exactement ça qu'il fallait faire. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faut qu'on apprenne à réagir par rapport à ça. Après il y a le soin individualisé. Bon. Tout le monde ne rentre pas dans une case, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'il faut multiplier les canaux d'information et de prévention. Et il faudrait que le corps médical et les autorités de santé arrivent à utiliser les canaux d'information qu'utilisent les autres. C'est vrai que ça fait presque bizarre de voir par exemple le président de la République sur TikTok pour parler du harcèlement scolaire à la rentrée. Mais en fait, c'est ça. Il faut qu'on envahisse tous les réseaux de communication et que voilà, les anti-tout, pour pas dire les anti-vax et les complotistes, sont des champions de la communication. Ils savent extrêmement bien faire ça. Et nous, on est médecins, on n'est pas des communicants. Donc, on peut se faire piéger. Il y a des fois où on a vu très bien que on dit une phrase, on coupe 3 mots dedans et on nous fait dire le contraire de ce que l'on a dit. Là, les médias sont champions pour ça. Moi, je me souviens, par exemple, typiquement, il y avait une interview je crois, si je dis pas de bêtises, c'était le directeur de l'hôpital de la Martinique qui était interviewé sur la vaccination et ils lui ont coupé la phrase, l'état anti-vax, pour dire exactement le contraire de ce qu'il était en train de dire. Et ça a été tourné en boucle en disant, voilà, on a rien à se méfier, voilà ce que dit le directeur. Donc c'est hyper dangereux. Donc il faut qu'on arrive à multiplier les canaux, donc les ateliers comme ça, LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter, je ne sais pas, etc. Il faut multiplier. Et voilà. Et le pire, c'est la politique de la chaise vide, je pense. Hein. C'est qu'on pourrait très bien dire, bon, j'en ai marre, je leur laisse déblatérer leurs conneries, et puis voilà. Mais s'il n'y a plus de contradiction, c'est terrible. Et c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait avant le début de l'atelier, il y a parmi nous des gens qui ont été censurés sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai été il y a 1 an et demi pendant quelques semaines de LinkedIn. Olivier Mariotte est censuré en ce moment. Et en fait, on dit juste des vérités et on répond aux contre-vérités. Mais comme les autres nous signalent en masse en disant, grosso modo, on va faire la peau d'Olivier Mariotte. Donc, on signale tous qu'Olivier Mariotte, il dit des bêtises. Donc, le robot, boum, il exclut.
Et voilà, alors moi, de temps en temps, je passe 10 minutes à signaler les conneries que disent les gens sur les réseaux sociaux. Chaque fois, j'ai la réponse, ne contrevient pas aux politiques, etc., etc. Mais même si ça ne contrevient pas, je pense que si on est plein à le faire, peut-être qu'au bout d'un moment, ça marchera. C'est un peu comme les outils qu'utilisent les autres contre nous. Voilà, mais et ce qui fait mal, c'est lorsqu'on a nos collègues qui perdent un peu toute raison scientifique. Alors, on peut avoir une opinion différente, sur les prises en charge, etc., etc. Mais dire des contre-vérités, ce n'est pas une opinion différente. Quand Didier Raoult récemment sur BFM dit la vaccination contre la grossesse est dangereuse, on a envie de lui dire mais putain regarde, tu as 100 articles qui ont été publiés dans l'année qui montrent que la vaccination pour la grossesse n'est pas dangereuse. Voilà. Et ça, c'est pas Radio Couloir, c'est pas mon expérience dans mon service. Ce sont des publications internationales faites par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt dans plein de pays différents. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça dépend pas, on ne peut pas dire que ça dépend de la prise en charge des habitudes. Quand on a les études là, que j'ai regardées tout à l'heure, il y a les États-Unis, bien évidemment, il y a l'Angleterre, il y a la Lituanie, il y a les Allemands, les Belges, les Suisses, les Italiens. Enfin, tous les pays sortent des cohortes de patientes vaccinées et qui disent qu'il n'y a pas de souci à vacciner pendant la grossesse. Donc, continue à nier ces publications alors que lui-même se targue d'avoir publié 1000 articles. S'il dit que dans les publications, il y a que des merdes, ben, je suppose qu'il a validé les siennes. Alors, c'est très intéressant parce que c'est exactement la mission de VLS. Est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose? On fait des papiers, si vous êtes allé sur le site, vous avez pu voir qu'on a un certain nombre d'éléments d'information qui sont mis à disposition des gens. Notre cible, c'est les gens qui doutent sincèrement. C'est-à-dire ceux qui sont déstabilisés par les antivax, par des messages qui ne sont pas des messages scientifiques, mais qui ont gardé de la rationalité et du bon sens, qui veulent, quand on leur propose des éléments de débat, qui sont capables de dire « Ah bah oui, si je pèse le pour et le contre, en fin de compte, j'ai plus de chances de trouver de la bonne information ici que celle qui circule sur les réseaux sociaux en particulier. » Est-ce qu'il n'y a pas un partenariat à monter avec des sociétés savantes comme la vôtre pour faire justement ce travail de vulgarisation? Parce que nous, on peut le faire. Nous, c'est notre mission sur BLS. Et de faire un certain nombre de fiches ou de passer des messages. L'avantage qu'on a, c'est que par rapport à une société savante, c'est peut-être un avantage, je pense qu'il est majeur. Pas au niveau de la compétence scientifique. Mais au niveau du message, c'est que on a au sein de VLS des associations de malades, des scientifiques, des académiques, des youtubeurs, des facebookiens, des gens qui sont sur LinkedIn. Et donc, on a cette possibilité de faire la porosité du système à partir du moment où on emploie un langage qui est un langage compréhensible par tout le monde. Et c'est vrai que lire une recommandation de la HAS, c'est pas toujours le plus simple à lire. La recommandation plus, ça fait 40 pages avec 200 références, c'est indigeste. Voilà. Les recommandations sur la... Tu as entièrement raison. C'est pour ça que nous, j'ai plusieurs casquettes différentes. Hein. Je suis membre du CNGOF parce que je suis un des conseillers de la présidente du CNGOF. Et je suis président du GRIG, donc le groupe de recherche des infections pendant la grossesse. Donc, on a un site internet sur lequel on met des informations et on a une page YouTube. Et sur notre page YouTube, on a fait plein de vidéos courtes de 1, 2, 3, 4 minutes, dont l'idée est une question, une réponse faite par un expert. Donc, effectivement, j'ai fait une petite vidéo sur la coqueluche, on a fait des vidéos sur la vaccination rubéole, sur la Covid, on en a fait plein. Le problème, c'est que ça coûte un petit peu d'argent à faire, mais voilà. Donc, effectivement, l'idée qu'on a eue de faire ces vidéos sur YouTube, c'était effectivement d'avoir un moyen simple de faire court, des vidéos 1 à 3 minutes, parce qu'on sait que l'attention des gens, maintenant, c'est ping, hein, il faut que ce soit hyper court, sinon c'est fini, avec un message, en général, vraiment un message. D'ailleurs, quand je fais faire des vidéos à mes collègues, c'est assez compliqué de leur dire, tu fais un message en 2 minutes. Souvent, ils veulent faire 45 minutes comme une conférence internationale, donc c'est un peu compliqué.
Mais voilà. Et tout à l'heure, on parlait de problèmes de la vaccination dans les milieux défavorisés. C'est que souvent, dans les milieux défavorisés, les migrants, il y a des problèmes d'accès aux soins, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes d'isolement un petit peu social, notamment chez les femmes, qui peuvent parfois être un peu cantonnées à la maison. C'est pour ça qu'on aime bien, quand elles sont à l'hôpital, pouvoir les vacciner avant qu'elles retournent chez elles. Il y a c'est que tout ce qu'on a fait, toutes les vidéos, elles sont très bien, mais elles sont en une langue. Voilà. Donc ça, l'idéal serait d'avoir en plusieurs langues. Alors, la seule chose qu'on a réussi, parce qu'on manque de moyens pour à faire en plusieurs langues, c'est qu'on a fait des vidéos de prévention contre le cytomégalovirus. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc le CMV qui peut donner des infections congénitales graves. On a fait une petite vidéo, on a fait des petites BD, et on les a traduits en plusieurs langues et on les diffuse sur Facebook, YouTube, etc., etc. Pas TikTok, parce qu'on n'a pas encore investi TikTok. Mais voilà, c'est multiplier les moyens d'information, donc la télévision, les journaux télévisés, Internet, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., etc. Les moyens écrits, audio, vidéo, les langues, et c'est comme ça qu'il faudrait arriver à occuper le terrain et à faire. Alors, j'aime pas le mot propagande, parce que le mot propagande a un côté négatif. Si propagande, on a envie de faire croire ce qui n'est pas vrai dans la propagande, une propagande positive. Une information positive généralisée qui est basée sur des faits. Tu as parlé tout à l'heure, Olivier, de curiosité. Je pense qu'on est tous des médecins, donc des scientifiques, et on se doit de faire comme Socrate, je sais que je ne sais pas, et toujours se reposer des questions et s'évaluer ce qui est valable un jour n'est pas forcément demain, mais on a une accumulation de preuves. Voilà, et c'est vrai que quand quelqu'un vient me dire est-ce que moi j'ai vu un truc qui dit que la vaccination est dangereuse. Ah, tu l'as vu, tu l'as vu? Hop, on va rechercher la chose, regardez, je me pose des questions. Il faut se remettre en cause. Il faut chercher, il faut montrer qu'on a la bonne volonté d'écouter un petit peu tout le monde, mais qu'à un moment donné, la vérité scientifique, elle est ce qu'elle est. Je n'ai pas vu une seule publication, pas une seule, qui dit, même dans la littérature, les littératures, ils publient n'importe quoi, même dans celle-là, j'ai vu aucune publication qui dit que c'est dangereux. En fait, quel est le site dont tu as parlé, le Greg Grig.fr, G-R-I-G. Grig. Jean-Marie, je pense que ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant, non? De voir comment on peut se rapprocher du Grig, du Saint-Goff et tout ça pour justement diffuser les messages. On a pas de, enfin, on a des moyens qui sont modestes, mais qui sont des moyens qu'on peut mettre à disposition de tout message de qualité scientifique. Voilà. Si tu veux, en fait, VLS, c'est un peu une multiprise. Donc, on n'est pas là pour être la lampe qui s'allume, on est là pour faire circuler l'info. Donc, moi, si tu veux, j'ai donc un autre sujet qui me donc turlupine. Au Canada, enfin donc au Québec, c'est dans 4 maternités où il y avait une grosse réticence des sages-femmes qu'ont été lancés les entretiens motivationnels. Comment dire, est-ce que ça a été fait en France dans les maternités françaises? J'ai un petit problème de son. Un entretien motivationnel? Alors attends, je te donc raconte l'histoire. Il y avait donc 4 maternités, donc 2 à Montréal, une à Québec, une à Sherbrooke, où il y avait une couverture vaccinale des femmes enceintes mauvaise. Donc, un médecin de santé publique qui travaillait dans ces maternités, qui est d'ailleurs un mec d'origine française, a eu l'idée de faire des entretiens motivationnels, c'est-à-dire demandant aux sages-femmes et aux femmes enceintes qui étaient suivies, est-ce que vous avez l'intention de faire vacciner vos enfants et pourquoi? Et d'essayer de voir quels étaient les freins et donc les réticences, et
à force de creuser et de les faire prendre conscience des raisons de leurs doutes. Ça a tellement bien marché qu'ils ont augmenté de 30% les intentions de faire vacciner les enfants. Et donc, du coup, maintenant, ils le font de façon généralisée au Québec, au Canada, et le CDC Atlanta, c'est même emparé de la méthode, il le fait donc aux États-Unis en fait de grande échelle. Est-ce qu'en France, ça a été fait de la même façon, ou est-ce qu'on n'en a pas besoin ou... Je pense qu'on a besoin de tout. Le problème de la grossesse, c'est que finalement, il y a cette consultation pendant toute la grossesse, et il faut parler du tabac, de l'alcool, de la nutrition, du diabète, des infections, de la toxo, de la liestéria, de machin, de trucs. C'est de la pré-éclampsie, les échographies, le machin, la trisomie 21. C'est hyper complexe. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, surtout en arrivant à ce que ce soit pas pendant la grossesse qu'elles entendent parler pour la première fois de la vaccination pendant la grossesse, de la grippe ou de la coqueluche. Il faut qu'il y ait vraiment un travail avant la grossesse, où on dit, bah voilà, le jour où vous êtes enceinte, il ne faut pas vous vacciner pendant la grossesse, parce que machin. Il faut faire circuler. Mais là où vous avez entièrement raison, c'est qu'on a clairement vu que dans les freins à la vaccination, quand on sait que les corps soignants vaccinés sont ceux qui vaccinent le plus, et qu'ils ont compris eux-mêmes leur motivation et la motivation pour les autres. Voilà, ça rejoint un peu ça. Il faut être motivé, il faut arriver à se motiver en permanence pour augmenter. Mais ça, voilà. Après, on va nous dire, oui, mais il n'y a pas assez de temps, les consultations elles durent 10 minutes, surtout les sages-femmes, elles vont dire qu'on est les méchants docteurs, ils voient les patients en 10 minutes, ils n'ont pas le temps, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'on est contraint. On est contraint par beaucoup de choses et par beaucoup d'informations. Donc, il faut anticiper avant. Ça fait longtemps qu'on essaye d'institutionnaliser les consultations préconceptionnelles. C'est pas rare sur les patients qui en ont. Ou alors c'est parce qu'elles ont eu une cata ou qu'elles ont une maladie grave. Mais voilà, c'est vrai que ce serait important d'agir un petit peu sur tous les niveaux. Alors, Véronique Loncle veut parler un petit peu. Véronique, merci, bonsoir. Ça me fait plaisir de voir Jean-Marie, de voir Olivier. Je ne sais pas si Catherine est encore là. Alors, moi, je voulais vous faire un peu réagir parce que… Tu peux mettre ta caméra, Véronique, si tu veux. Oui, d'accord. Si tu veux. Oui. Bon, voilà, je suis désolée. Voilà, je suis chez moi. Du coup, oui, voilà, la UK là, a récemment publié que eux ne recommandaient pas la vaccination ARN messager chez les femmes enceintes. Et donc, on est en opposition avec ce que nous dit la HAS. Et du coup, c'est un peu ce que tu as dit, Olivier. Je voulais vous faire réagir parce que je pense que ça risque d'être l'ouverture de la porte facile pour les anti-vax. Oui, alors là, franchement, nos amis anglais, sous le chagrin de la perte de leur reine mère, ont fait une bêtise, c'est-à-dire qu'ils ont actualisé des recommandations de 2020, mais ils ont actualisé qu'une partie. Ils ont republié. Donc, en fait, ils ont écrit dans leur document, ils ont réécrit la même chose qu'en 2020 pour la partie grossesse, avant qu'on commence à vacciner, où on disait on peut vacciner, mais comme il n'y a pas de recul, c'est une discussion médecin-malade pour savoir si on fait ou si on ne le fait pas. Et c'est là-dessus qu'a rebondi Didier Raoult sur BFM, et c'est d'ailleurs le GIM. Le GIM a fait un article aujourd'hui. Et en fait, le Royaume-Uni a tout de suite répondu, et d'ailleurs j'ai mis le tweet sur LinkedIn aujourd'hui en disant non mais attendez, mais comme tous les pays du monde, on recommande la vaccination pendant la grossesse. Et il y a un super bon, vous me rassurez parce que ça risquait, d'ailleurs si Raoult avait réagi, c'est qu'il y avait bien d'ailleurs il y a plein de médias qui ont
qui ont rebondi là-dessus et qui ont signalé que ce qui était dit n'est pas complètement exact. Ok. Et il y a une magnifique étude de Asma Khalil, qui est une gynécologue obstétricienne épidémiologiste au King's College à Londres, qui a fait un magnifique article qui est publié dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, où on a une map monde, je l'ai mise aussi sur LinkedIn encore aujourd'hui, hein. Il y a une magnifique map monde où on voit les pays qui recommandent la vaccination il y a 2 ans, et puis je crois que c'est au mois de juin, au mois de mai de cette année, donc les pays qui recommandent la vaccination pendant la grossesse, ils sont en bleu, et on a les 3/4 de la map monde qui sont en bleu, ceux qui ne recommandent pas étant la Chine, l'Afghanistan, l'Iran, les trucs comme ça. Donc voilà, non, oui, il y a ça Ok, malheureusement. c'était une erreur. Il y avait quelqu'un qui a appuyé. Le côté champion de la communication des anti-vax, Bah oui, le moins de petits trucs pour foutre le oui, bordel. oui. Effectivement, moi, quand j'ai eu vent de ça, je suis allé regarder, et effectivement, c'est le National Institute, NHS. là, le NHS, NHS a ouais. fait un tweet rapidement début septembre. D'accord, ok. Non, on recommande pendant la grossesse, bien évidemment, comme les autres. D'accord, ok, c'est une erreur, quelqu'un a poussé le bouton trop vite. Ça me rassure parce que surtout que l'Angleterre est très suivie en termes de vaccination, donc c'était vraiment surprenant. Oui. Ok, eh bien merci et bonsoir encore à tous. Non, ce qui me frappe là dans cette histoire, parce que des histoires comme ça, on en vit une par semaine, si c'est pas une tous les jours, c'est que il y a qu'on n'est pas organisé pour communiquer massivement. En fait, anti-vax, ils communiquent beaucoup, mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils sont hyper organisés. Et simplement, ils ont chacun plusieurs comptes Twitter, plusieurs comptes machin. Ils ont que ça à foutre quand même globalement. Et donc ça les occupe. Mais alors moi, oui. Non, tu veux, moi j'avais donc un compte Twitter où je bataillais et puis j'en ai eu marre parce que c'était en fait toujours les mêmes qui sont des gentils cons ou des méchants cons, mais ils volent pas haut quoi. Et donc c'est lassant. C'est très fatigant. Le débunkage est quelque chose de très fatigant. Kalou pourrait nous en parler. Moi, j'ai 2 questions qui sont liées en particulier au rôle d'une institution qui ne brille pas beaucoup par son efficacité en ce moment, qui est l'éducation nationale. Comment on peut impliquer l'éducation nationale dans la sensibilisation à la vaccination? Parce qu'il y a un moment, il faudra peut-être qu'on parle avec le corps professoral pour passer des messages de santé publique. Je pense que c'est important qu'on relaie les gestes barrières, qu'on relaie la vaccination et toutes les démarches de prévention. On a quand même un ministre pour la première fois qui est ministre de la Santé et de la Prévention. Donc comment on peut impliquer, parce qu'on a essayé de le faire, hein, c'est pas facile. C'est non seulement pas facile, mais ça dépend vraiment de chaque recteur. Comment on peut impliquer l'éducation nationale dans une sensibilisation des jeunes par rapport à ces questions-là? On le voit pour le HPV, par exemple. C'est quand même dingue d'avoir à l'heure actuelle des résultats avec une épidémiologie du cancer du col qui chute dans des pays comme l'Australie ou le Portugal, et d'avoir en France une couverture vaccinale qui est de l'ordre de 28 ou 30%. Ouais, mais la deuxième chose… Sur le HPV, il y a aussi des choses à dire. Mais le problème de l'institution de l'enseignement, c'est que on leur demande de faire tellement de choses. Voilà, il faut qu'ils fassent plus de sport, il faut qu'ils fassent plus de mathématiques, il faut qu'ils fassent de l'éducation sexuelle, il faut qu'ils fassent de l'éducation d'alimentation, il faut qu'ils apprennent quelque part à lire, à compter quand même. Donc c'est complètement dingue. Après, je sais pas, le programme de SVT en immunologie, je crois que l'immunologie en SVT, pour l'expérience avec ma fille, c'était en spécialité SVT en terminale. C'est déjà peut-être un petit peu tard, où ils faisaient un petit peu d'immunologie. Je ne sais même pas s'ils ont parlé de vaccins derrière quand elle était en terminale. Voilà. Mais effectivement, l'éducation à la santé, voilà. Mais le problème, c'est moi, je suis content de ne pas être prof au collège ou au lycée, parce que c'est infernal tout ce qu'on leur demande de faire. Hein.
comment dire, donc il se trouve que j'ai une petite belle-fille qui est prof de donc SVT. Donc, je discute pas mal avec elle. Donc, visiblement, elle parle d'immunologie. Alors, elle fait les terminales, hein, beaucoup. Mais j'ai donc une autre expérience. Moi, je suis allé dans des lycées, parler vaccin, parler virus, parler immunologie, en fait, enfin, métier de la santé, etc. Et ce qui m'a donc frappé, c'est que ceux qui devenaient un peu rouges, qui avaient les yeux qui frétillaient et qui étaient mal à l'aise quand je parlais vaccin, c'était en général les profs de donc SVT. C'était eux qui étaient le plus sensibilisés aux thèses anti-vax. Et donc, enfin bon, c'est probablement quelque chose qu'il faut travailler, quoi. Vous avez vu là dans les commentaires, là, il y a Kalou qui a écrit qu'il y a des classes élémentaires sont censées organiser des ateliers de vaccination avec leurs instituteurs. Elle met même le lien EduScol Éducation, sensibiliser les jeunes du CP à la vaccination, les jeunes du CP au lycée à la vaccination. C'est une excellente initiative. Je ne sais pas en pratique comment ils vont faire, mais merci pour cette information que je ne connaissais pas. Alors, en fait, Kalou, tu veux peut-être raconter un peu ce que c'est? Non. Bonsoir tout le monde, je ne suis pas très sûre pour la luminosité. Alors Kalou, moi je suis responsable communication sur les réseaux sociaux pour VLS et tous les jours, donc j'informe sur un sujet en particulier. Il y a très peu de temps, je suis tombée sur cette note qui indiquait qu'à partir de l'école primaire, les enfants étaient censés justement avoir accès à l'information sur la vaccination. C'est organisé par les instituteurs qui sont censés avoir quelques billes. Je crains un peu qu'ils ne les aient pas toutes et là j'ignore totalement comment ça va pouvoir se passer, mais je trouvais que l'initiative était à saluer. Et vous parliez des profs de SVT qui sont très sensibles à la désinformation vaccinale et je confirme que dans l'univers des débunkers et de ceux qui montent au créneau tous les jours, on a un bon troupeau de profs de SVT, oui. Oui, ben c'est assez terrible. Par contre, je pense que VLS a probablement une vocation à fournir du contenu à cette initiative. Hein. Je pense que fournir du contenu aux profs, ça leur évitera déjà de le faire ou de le faire mal ou de faire n'importe quoi. Donc voilà, je pense que si pour ceux qui ont, alors je ne sais pas à quel moment, mais un petit peu de temps, que les académies sollicitent des experts pour parler de vaccins aux enfants et répondre à leurs questions, ça pourrait être pas mal. Après, c'est un peu, j'ai l'impression que parler santé au lycée ou au collège ou au primaire, ça va être un peu comme parler de religion. C'est-à-dire qu'il va falloir hyper gaffe pour ne pas se retrouver avec une levée de bouclier dans tous les sens des anti-tout. C'est hyper chaud comme sujet, mais c'est motivant. Ouais, mais les gens aiment bien qu'on leur expose des faits scientifiques en leur disant maintenant vous pouvez vous faire votre propre avis. Alors qu'il y a beaucoup de sujets, notamment quand ils sont basés sur des faits, qui ne demandent pas du tout à avoir un avis. Voilà. Et par rapport à l'éducation nationale, on a ouvert sur notre plateforme un petit onglet qui est dédié aux explications uniquement pour les enfants. Et c'est vrai qu'on a Coco le virus, qui est super mignon, avec des petites BD, et ça pourrait très bien passer dans les écoles, ça pourrait faire un support. Je ne sais pas du tout comment on pourrait organiser tout ça en amont, mais ça pourrait être super intéressant. Au sujet de l'école, le mieux placé, on a Pâques dans les invités, là, qui est avec nous ce soir à la réunion, qui maîtrise aussi bien le sujet vaccination que le milieu scolaire, puisqu'il est prof. Je ne sais pas s'il voudra prendre la parole à ce sujet ou pas, mais voilà, je laisse au suivant. Il a dit d'ailleurs, c'était en cycle 4 qu'on parlait de ça, 4e et 3e. Il a corrigé. Moi, j'avais notion de terminale, mais heureusement, il n'a pas de micro, le pauvre. Ah ben voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres... Enfin oui, en fait, je confirme que sur le site vls.direct, il y a donc un onglet « La vaccination expliquée aux enfants ». Donc, voilà, ce qu'a dit Kalou est vrai.
On n'en doutait pas. Jean-François, Oui, très je vois que brièvement. tu lèves la main. Oui, j'ai des contacts assez fréquents avec l'Éducation nationale pour des tas de raisons. Je poserai la question soit au niveau provisorat, mais surtout rectorat. Mais dans ce que j'avais déjà compris, il y a une césure entre les administratifs et la médecine scolaire. Et on sait bien que la médecine scolaire est en réelle souffrance, puisqu'il y a quasiment plus de médecins scolaires et ce sont les pauvres infirmières qui font le boulot. Donc, on va dire qu'il y a un grand vide pratique là-dessus, mais quand j'en avais parlé à des médecins scolaires, ils étaient tout à fait d'accord pour essayer de faire intervenir et de faire un lien, parce que ça serait plutôt aux médecins scolaires d'avoir une intervention qu'aux profs. C'est quand même plus leur truc. La SPT, c'est bien, mais ça aurait été plus logique. Donc, je me pencherai sur la question bientôt, et je vous dirai. Mais Jean-François, c'est bien la médecine scolaire, mais moi je trouve que, alors on va me dire que les confrères généralistes sont déjà soit en déshérence dans les territoires, soit hyper bookés. Et je trouverais beaucoup plus intéressant que ce soit des professionnels de santé de terrain qui viennent faire un topo dans les écoles pour expliquer ce qu'est la vaccination, les bénéfices qu'on peut en avoir, et en même temps, ça permettrait de tisser un lien, je pense, avec les jeunes, ce qui serait pas forcément négatif pour la profession. Parce que si on attend le recrutement de médecins scolaires, on n'a pas fini. Ah oui, on peut attendre. Oui, alors, voilà. Dans ma brève vie de 40 ans de généraliste, je suis intervenu dans les lycées autour de chez moi, parce que j'étais médecin de l'internat et médecin du lycée, et donc j'avais droit de dire, tiens, j'ai envie de parler. Donc je parlais de contraception, infection, de choses comme ça, mais c'était sur un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, mais les nouvelles missions, en particulier avec les ROSP, et les nouvelles missions de santé publique qui sont données aux médecins, la responsabilité populationnelle dont parlent tous les syndicats confondus de médecins et de pharmaciens, d'infirmiers, peut peut-être amener aussi, et il y a peut-être un message à leur faire passer, sur le fait que être responsable d'une population, c'est aussi s'investir dans des missions comme celle-là, c'est-à-dire d'aller porter la bonne parole sur un certain nombre de sujets. On en reparlera, je vais voir de mon côté, je te dirai. Alors, avant de passer la parole à Sabine, j'avais une autre question. Olivier, est-ce que tu as des informations concernant le déploiement de l'espace, de mon espace santé, qui se déploie très très bien, puisqu'à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 6 millions de personnes qui sont connectées sur mon espace santé, et qui permet justement d'avoir de l'information, qui permet d'avoir un carnet vaccinal et tout ça. Alors, je suis purement hospitalier, et à l'hôpital, franchement, on n'est absolument pas... enfin, moi, je n'ai jamais eu aucune information là-dessus. Donc, pourtant, c'est un lieu central dans lequel on pourrait effectivement être impliqué, mais soit à moins que j'ai sauté les mails qui m'intéressaient moins que d'autres, mais je n'ai rien vu, et dans aucun de mes logiciels de l'hôpital public, je n'ai accès à mon espace santé et à ces informations-là. Donc il y a encore du boulot. Oui, ça commence tout juste, là, ça démarre. Mais je pense qu'effectivement, quand on parle par exemple des patientes qui ont eu 15 fois le vaccin rubéole ou 15 fois la sérologie qui est totalement inutile, s'il y avait ce fameux dossier unique dont on parle depuis 40 ans, où on aurait vu qu'il y a la traçabilité, que ça a été fait, on ne le referait pas, ce serait beaucoup mieux. Je voulais juste, j'y repense là comme ça, tu parlais de HPV tout à l'heure. Encore une fois, la recommandation de HPV, pour moi, c'était à se frapper la tête contre le mur, puisque au début, la recommandation de vaccination HPV était recommandée que chez les filles. Oui. Et chez les jeunes hommes homosexuels. Voilà, donc moi je reconnais, j'ai vacciné mon fils contre HPV alors que c'était pas recommandé. Donc je me suis dit, mais on va aller à la pharmacie acheter son truc, ils vont déduire que mon fils est homosexuel. C'était complètement délirant cette histoire de recommander le vaccin HPV qu'aux filles et aux garçons homosexuels. C'était complètement dingue. Maintenant, c'est vacciné à tous garçons et filles, mais que de retard. Et je ne comprends pas ce qui a pu
passé par la tête des gens de faire ça. Voilà. Moi, je voulais te poser cette question. On Pourquoi est-ce que les recos Jean-Marie, on a une question de Sabine. Oui, allez. Sabine. Bon, merci à vous de me donner le micro. Merci pour cette conférence. Je suis vraiment désolée. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis arrivée en retard parce que j'étais en communication à propos des fiches d'orientation prioritaire pour les sages-femmes, justement, et la problématique vaccinale, surveillance médicale, etc. Je voulais rassurer un petit peu Jean-Marie quant à l'entretien motivationnel, parce que c'est vrai que les problématiques canadiennes ne sont pas les françaises, et je voulais signifier qu'une enquête Santé publique France avait bien démontré en mars 2018 déjà que les sages-femmes en France étaient des professionnels motivés, favorables à la vaccination et porteuses du message vaccinal. Donc, que l'on se rassure, les problématiques de nos amis canadiens ne sont pas forcément les mêmes chez nous sur l'hexagone français. J'ai une question pour Olivier. Et parce que étant arrivée en retard, ça a peut-être été traité, mais je voulais m'assurer que le vaccin contre la coqueluche, donc le Boostrix Tetra que nous prescrivons régulièrement pour les patientes qui n'ont pas été vaccinées depuis plusieurs années, est bien recommandé à chaque grossesse, quand bien même les intervalles entre celles-ci sont courts. Donc, oui, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, je confirme que c'est à chaque grossesse, même si l'intervalle est court, de façon à avoir un boost d'anticorps pour qu'il y ait plein d'anticorps qui passent chez le bébé. S'il n'y a pas ce boost, il y a moins d'anticorps qui passent. S'il y a le boost, il y a plein d'anticorps qui passent, et donc le nouveau-né est protégé mieux et plus longtemps. C'était juste cette confirmation. Merci, parce que c'est un combat quotidien et j'ai des levées de boucliers récurrents de la part de médecins généralistes et de pharmaciens qui disent votre sage-femme, ça ne va pas du tout, il n'y a vraiment aucune nécessité à vous faire vacciner. Alors, je recommande à partir de la 32e semaine, comme les recos le préconisent. Bravo. Et j'ai des levées de boucliers avec même des plaintes, entre guillemets, où on va voir le chef de service ou le chef de pôle pour dire que cette sage-femme, la coordinatrice clinicienne que je suis, raconte n'importe quoi et impose n'importe quoi aux patientes. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il en résulte parce que je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Reco HAS 2022. Voilà, je distribue aux patientes ces recos, soutenus par le CNGOF également, pour qu'elles diffusent auprès du médecin traitant, auprès du pharmacien, et qu'on arrête l'intox régulière de la part de professionnels de santé. Alors, ça fait quand même maintenant plusieurs fois que je participe à des recos de la HAS, du Haut Conseil de la Santé publique, etc., etc. Le problème, c'est que souvent, il y a un problème de diffusion de ces recommandations que pas grand monde ne lit ou ne connaît. Donc, on fait 20 réunions pour se faire chier à faire des recos que les gens ne lisent pas et que surtout ne diffusent pas. Donc, je pense qu'ils auraient besoin, au niveau de la HAS et du Haut Conseil de la Santé publique, d'avoir des cellules de communication pour communiquer les recommandations qui sont faites par les experts. Oui, tout à fait. Et je confirme que les portes de l'éducation nationale ne sont pas faciles à franchir pour faire de la prévention en travail collectif avec le XAPA pour sensibiliser les parents sur une catégorie d'âge de leur enfant de moins 9 mois jusqu'à 6 ans. C'est la croix et la bannière pour pénétrer dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et ça reste un véritable problème. Maintenant, j'ai un frère agrégé en SVT, je vais un peu le questionner sur ce qu'il diffuse en termes de vaccination ou quel message, s'il est vraiment porteur du message vaccinal ou non, parce que vos échanges m'ont interpellée par rapport à ce qui s'est dit là. Merci beaucoup. Merci Sabine, c'est gentil. Et en fait, n'hésite pas à relancer notre invité pour le sortir de l'hôpital, parce qu'il a l'air très, très hospitalier quand même. En fait, Kalou, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais une question et en entendant l'intervention de Sabine que je trouve très intéressante, du coup je vais avoir deux questions. Olivier Picon, donc la HAS a préconisé maintenant donc de vacciner pour chaque grossesse les femmes contre la coqueluche. Est-ce que dans leurs recommandations, est-ce qu'il y a un endroit où ils ont proposé toute une bibliographie pour en justifier?
D'accord, ok. Alors, oui. moi, je l'ai pas lu parce que pareil, Oui. les grands documents qui durent sur 272 pages, ou Non, il beaucoup, y a 200 références. Il Donc, y a on a 200 tout ça. références. Il y a des tableaux avec tous les articles. Enfin, c'est hyper détaillé. D'accord. Alors, je me pencherai un petit peu plus dessus parce que ça pourrait peut-être valoir le coup pour nous de faire un article uniquement dédié sur ce point-là pour proposer à des femmes comme à Sabine un support pour dire, voilà, je dis ça, mais parce qu'en contrepartie, on a ça comme fait scientifique. Oui, Et moi, ma question, c'est un peu une question au Père Noël, je crois. Est-ce qu'un jour, on pourrait escompter, est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là pour avoir des recommandations européennes? C'est quelque chose qui perd énormément les personnes parce qu'en fonction du pays où on est, ça c'est recommandé, ça il faut pas, ça c'est obligatoire. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas forcé. Et on comprend que les gens du coup se perdent encore plus parce que on a l'impression que ça ne fait pas l'unanimité, comme si ça ne faisait pas consensus. C'est un peu une lettre au Père Noël, ma question, j'en ai conscience, mais est-ce que vous avez connaissance de choses en ce sens-là sur lesquelles il y a des travaux de fait ou pas du tout? Déjà, sur la coqueluche, il y a l'AFIGO et il y a l'OMS. C'est plus qu'européen, c'est mondial. Et vous verrez dans les recommandations de la coqueluche, là, il y a le tableau 2, parce que comme j'ai un double écran, je l'ai juste à côté de moi parce que j'ai mes anti-sèches au cas où. Dans le tableau 2 de l'HAS, il y a 20 pays avec les périodes de vaccination contre la coqueluche, par exemple. Donc il y a Suisse, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Nouvelle-Zélande, Mayotte, Australie, Argentine, Mexique, Brésil, Belgique, etc., etc., etc. Donc il y a plein, voilà, donc voilà, c'est même pas la peine de faire un truc européen. Il y a le truc français, bon, parce que les Français ils veulent toujours faire les choses un petit peu différemment des autres, mais il y a l'OMS et la FIGO. À un moment donné, moi j'ai dit aux premières réunions, j'ai dit mais pourquoi est-ce qu'en France on fait des recommandations alors qu'on a déjà l'OMS et la FIGO? Donc voilà, on a refait le travail qu'avait fait l'OMS et la FIGO. Ouais. Vous pouvez mettre en lien dans la conversation votre deuxième onglet ouvert et je creuserai, je regarderai s'il y a des informations à sortir pour pouvoir faire des articles très spécifiques, ça peut être intéressant. Ça serait super gentil. Kalou, je pense même que ce serait intéressant sur la plateforme d'avoir un onglet qui dit voilà, les recommandations internationales, françaises et tout ça, sur lequel on puisse retrouver la recommandation sur la vaccination, par exemple. Tout à fait. Quitte à même faire un onglet spécial dédié aux femmes enceintes parce que c'est un sujet très récurrent et c'est celui qui suscite le plus de débats. D'accord. Un grand merci pour le lien, Olivier. Je le mets de côté et je potasse. C'est le lien pour l'HAS. Et puis voilà, j'ai fait un diaporama j'ai un diaporama de 23 diapositives aussi, et il y a voilà, donc vous aurez toutes les références sur ce truc de l'HAS. C'est adorable. Un grand merci à vous et merci pour la réponse apportée. Comment dire? Moi, j'ai donc une question sur les recommandations. Très honnêtement, j'ai souvent l'impression qu'elles sont à la fois qu'elles ont été énormément travaillées et souvent c'est une revue de la littérature passionnante, mais donc en même temps, c'est pas du tout une recommandation opérationnelle. Moi, je suis un médecin généraliste, donc j'ai la tête, chaque sujet, il faut que ce soit résumé en une phrase ou en 2 phrases. Donc, j'aimerais qu'il y ait des messages extrêmement simplistes, mais qu'on peut en fait mémoriser et du coup, on va pouvoir utiliser. C'est faisable ou c'est la petite vidéo qu'on a fait sur le grig là, sur Coqueluche pour vous aider à avoir un truc. Mais c'est vrai que les recommandations HAS là, elles sont particulièrement indigestes puisque c'est très exhaustif, c'est très détaillé, c'est hyper long. Il y a des petits encadrés qui sont pas mal. Et puis il y a voilà, et souvent il y a des recos, il y a des versions courtes et des versions longues, etc. Mais pour des gens qui voient 60 patients par jour et qui travaillent 14 heures par jour, c'est compliqué d'avoir le temps de lire ça. Voilà, c'est pour ça que avec le Grig, on a fait cette petite vidéo. Il y a même une petite interview qui a été faite aussi. Il y a une petite vidéo. Voilà, donc ça permet de simplifier. Après, si on veut retourner à la source, il faut regarder le truc de 40 200 références. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait demander à la Haute Autorité de Santé de faire un digest pour des recommandations pour le grand public?
Après tout, ils ont des directions de la communication, ils pourraient très bien se mettre à faire ce genre de choses, animer un groupe de patients et un groupe d'usagers pour faire en sorte de traduire en langage simple ce qui est dit à l'intérieur des recommandations. Tac, tac, tac. Sabine, il y avait une autre question ou c'était la question liée à la possibilité de revoir l'enregistrement? C'est bien ça, hein, c'est pour la possibilité. J'ai vu que ce serait possible, mais nous recevrons le lien ou il faut faire une... Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et de toute façon, c'est sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas de problème. Beaucoup. Non, il n'y avait pas d'autres questions. Il est 20h28. Donc, une bonne réunion est une réunion qui finit à l'heure, disent les militaires. Exactement. Et donc, je vais te poser une question qui est chez moi une question rituelle parce que c'est en fait ce que je retiens après. Si tu avais 1, 2 ou 3 messages à faire passer en 2 minutes, qu'est-ce que tu ferais passer comme message pour qu'on n'oublie pas? La consultation préconceptionnelle pour faire le bilan du carnet de vaccination, l'information sur les 3 vaccinations qu'il faudra faire pendant la grossesse qui sont coqueluche, grippe et Covid. Et déjà, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la grippe, on le fait tous les ans. La coqueluche, finalement, la grippe, c'est uniquement pendant la période hivernale. Mais la coqueluche, la grippe et la Covid, pour l'instant, ce sera tout le temps. Et après, je ne sais pas comment évoluera la Covid. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais probablement qu'avec l'évolution des variants, il y aura à nouveau des vaccinations un peu comme la grippe. Et peut-être que l'avenir sera des vaccins combinés de tout ça pour avoir une seule piqûre. Voilà, mais ça on verra dans quelques années. Mais il faut vraiment insister que la vaccination pour la femme enceinte, ça protège vraiment les 3 éléments qui sont la femme, le fœtus et le nouveau-né. Et quand on dit à une femme, ben, vous, c'est pas très rare si vous avez la coqueluche, mais ça peut empêcher votre enfant de mourir, tout de suite, la vaccination, elle est tout de suite plus acceptée. Il y a une étude, d'ailleurs, sur la Covid, il y a une étude qui montre que la vaccination contre la Covid pendant la grossesse diminue de 15% le risque de mort in utero. Quand on dit ça, tout de suite, ça convainc un peu plus. Je crois, Jean-Marie, que ça va être le mot de la fin. Oui. On va pouvoir remercier Olivier vraiment de cette intervention qui était passionnante, qui était très concrète. C'est exactement ce qu'on souhaite dans les ateliers, c'est avoir des avis qui soient rassurants, scientifiquement basés et qui nous permettent ensuite d'en tirer la subscientifique moelle pour faire des papiers avec Calou. Et peut-être qu'on reviendra vers toi pour si on a une interview à faire ou quelque chose. Ce serait avec grand plaisir ou quelqu'un de ton équipe d'ailleurs, pour qu'on puisse continuer à diffuser la bonne parole. Merci beaucoup. Et en fait, Olivier, tu as un groupe, alors c'est en fait l'Olivier, en fait gynéco, hein. Tu as un groupe là avec VLS qui est quand même, en fait, enfin grosso modo, introduit partout. Donc, pour ton histoire d'avoir en fait des vaccins dans le service pour vacciner sur place, n'hésite pas à t'appuyer sur tous les membres du groupe parce que il faut qu'on y arrive. Absolument. Absolument. Et on veut bien s'engager, nous, sur le plan du lobby à faire pour le PLFSS. Si on peut déposer un amendement, on le fera avec plaisir. Ce serait un progrès énorme pour les femmes enceintes. Bon, merci pour tout. Merci à tout le monde. En fait, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné. Merci beaucoup, au revoir. Un grand merci à tous et très bonne soirée, au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.